David, vous êtes consultant, co-rapporteur du rapport Libérer la VAE. Voilà. Alors, si vous allez être seul en scène, oui, carrément. Et Bonjour. Vous nous libérez, vous nous délivrez, c'est ça, de la VAE 2002 à la REVA bousculer pour 2020. Ouais, j'ai été une des 3 personnes chargées de libérer, bousculer, délivrer la VAE. C'est ce qu'on nous a demandé au début. Merci de l'invitation, Florence, parce que je me régale à écouter les intervenants depuis ce matin et j'ai trouvé les impros très justes et très intéressantes parce que ça vulgarise un truc un peu technique dont on est tous des habitués, mais j'ai trouvé le résumé assez juste. Il y a le complexe de l'autodidacte, avec le mec qui est le meilleur soudeur de sa région, mais qui néanmoins ne se trouve pas lui à la hauteur. Il y a toute la libération quand il apprend qu'il est diplômé. Et puis, ils ont même imaginé qu'on pouvait devenir astronaute par la validation des acquis. Il y a validation des acquis, ça veut dire que normalement on valide quelque chose qu'on sait déjà faire. Donc devenir astronaute, ça voudrait dire qu'il faudrait d'abord aller dans la Lune avant d'être astronaute pour pouvoir devenir astronaute. Il y a un léger serpent qui se mord la queue. Mais c'est ce qu'on a voulu faire en libérant la VAE, c'est d'en faire un mécanisme de montée en compétence et pas que de validation des acquis. Et c'est ce que je vais vous expliquer ce matin. D'accord. Alors David, 2 choses. Ouais. Reculez-vous un poil, juste pour être dans la lumière. Voilà, je pense à la vidéo. Et deuxième chose, David, ok pour qui vous êtes, comment vous êtes arrivé à qui vous êtes maintenant, votre vie, votre œuvre, voilà. en 12 secondes. J'allais y venir. Donc moi, je suis tombé dans la VAE quand j'étais petit, puisque j'ai monté une société qui s'appelle Les Deux Rives en 2002, un peu par hasard. Et donc pendant 18 ans, j'ai accompagné des gens comme Jasmel tout à l'heure et comme Marie, et merci à toutes les deux, je me suis aussi régalé à vous écouter. Moi j'ai adoré faire ce travail pendant 18 ans parce qu'on vit que des histoires et des aventures comme ça. C'est un domaine que j'ai quitté en 2020, je ne dirige plus la société Les Deux Rives, aujourd'hui je dirige des bars qui s'appellent le Social Bar et un tiers-lieu dans le sud, dans lequel il y a une ferme expérimentale et je pense dans laquelle on parlera de VAE aussi un jour, on pourra en parler au cocktail tout à l'heure. Et alors, vu qu'on a rigolé ce matin, il y avait de l'impro, etc., je vais me permettre, je me suis retrouvé à faire un rapport pour 4 ministères avec Claire Kécha et Yannick Soubien, après avoir fait un Shifumi avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. D'accord. Donc Shifumi. C'était un pari, quoi. Hein, c'est ça que non, c'était pas un pari. Je peux pas m'étaler là-dessus maintenant, mais j'en parlerai volontiers. Alors, on a du temps, David. C'est ce que je voulais vous dire. Non, on a du temps. Alors, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure ou au cocktail. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'à la fin de votre intervention, on a pris de l'avance sur le timing. Ça n'arrive jamais, mais en tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Et on va pouvoir échanger aussi avec des questions-réponses. Eh bien, je pourrais répondre à cette question tout à l'heure si vous le voulez. Voilà. Je vais maintenir le mystère pour l'instant. Monsieur Bagorci aussi, c'est valable aussi pour vous. C'est-à-dire qu'on va faire un temps d'échange les uns avec les autres. Donc, David Rivoire, on vous écoute. Voilà. Et donc après Shifumi, je me suis retrouvé à discuter avec Antoine Fouché, le directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, qui dit « Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais que tu fais pas que des Shifumi, je crois que je t'ai déjà vu traîner dans la VAE. On s'interroge beaucoup sur ce système. Il faudrait faire un rapport. Il y avait Claire Kécha, qui était directrice de l'Opco Constructis à l'époque, et Yannick Soubien, qui était l'ancien vice-président de la région Normandie en charge des politiques de formation et d'emploi. Et donc ils nous ont demandé de leur livrer un rapport, de leur livrer des idées pour libérer, pour bousculer la VAE. C'est la première fois qu'on venait chercher un praticien, un accompagnateur. Il y a eu des multiples rapports depuis très longtemps qui disaient tous plus ou moins la même chose. Donc ça faisait assez longtemps qu'on avait identifié les points de blocage de la VAE. Donc à la première réunion, quand on s'est posé au ministère, on s'est tout de suite tous posé la question de dire ce qu'on allait pouvoir dire de plus que ce qui avait déjà été dit et la question de pourquoi ça n'avait pas été suivi de quelques mouvements de changement. Et pour ceux qui ont connu Antoine Fouché, qui est quelqu'un de très dynamique, il nous a dit vous autorisez tout, vous nous proposez un Big Bang, on prendra peut-être pas toutes vos recommandations, mais on a besoin de changer de paradigme et d'imaginer quelque chose de nouveau. On était début 2020 et donc on a commencé à réfléchir avec Yannick et Claire. On avait tous une idée en tête qui venait de notre constat du terrain, et ça a été dit par René, ça a été dit par beaucoup d'intervenants ce matin, c'est que la VAE, qui est un principe de validation des acquis, donc je le redis, c'est dans le titre, on valide ce qu'on sait déjà faire, a été conçu en 2002 dans la loi, avec un mécanisme d'écrit personnel. Donc quand je fais une VAE, Marie le disait tout à l'heure, alors Marie elle disait j'ai rien fait, mais je pense que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, les improvisateurs ont anticipé la simplification d'un tas immense à une simple feuille.
Nous, on n'est pas allé jusque-là parce qu'il y a une part de souffrance nécessaire dans le travail pour grandir. Mais donc le point de départ, c'était de se dire que ce travail-là, qui est un écrit personnel, qui oblige à conscientiser ce qu'on fait, qui oblige à analyser ce qu'on fait et à se demander, et Marie le disait, j'ai appris des pathologies dont je ne savais pas le nom, etc. Donc on s'aperçoit bien qu'à travers le mécanisme de validation d'acquis, à travers le mécanisme de conscientisation et d'analyse réflexive, il y a un autre mécanisme en jeu qui n'est pas qu'une simple validation de ce que je sais déjà faire, mais qui est une mise en mouvement d'une posture qui permet de me mettre dans un mécanisme d'apprentissage et de montée en compétence. C'est extrêmement paradoxal dans ce qu'avait prévu la loi, puisque la loi était un mécanisme de réparation et de reconnaissance, et c'est aujourd'hui encore un mécanisme de réparation et de reconnaissance, et ce qu'on veut faire évoluer avec REVA. Et notre propos était de dire, tant qu'on le cantonne à un mécanisme de reconnaissance, ça restera marginal, c'est-à-dire aux autodidactes qui n'ont pas eu la chance de faire des études, et deux, on tient probablement dans ce mécanisme réflexif d'analyse personnelle un mécanisme de montée en compétence qui pourrait venir percuter nos pédagogies dans un contexte où on sait que les pédagogies dont on hérite depuis 50 ans, qui sont des pédagogies collectives, théoriques et descendantes, ne marchent plus. Dans un contexte où la digitalisation est apparue, mais on en est relativement revenu. On a tous constaté les limites de la formation en ligne. Et là, on tenait quelque chose où on dit, en fait, on remet l'apprenant au centre de son histoire, on s'appuie sur son vécu pour le faire rebondir sur autre chose. Et donc, on a voulu faire des propositions qui nous projetaient vers un mécanisme non pas simplement de validation d'acquis, mais vers un mécanisme de montée en compétences qui pourrait, qui sait peut-être, nous permettre d'apprendre à devenir astronaute en faisant, et pas en se diplômant a posteriori. Voilà, partant de là, maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans les détails du rapport. Alors je vais évidemment vous le résumer, et puis s'il y a des questions, on pourra rentrer dans le détail. On a travaillé en deux parties. On a d'abord voulu, dans une première partie, réparer, mettre de l'huile dans les rouages du système actuel, puisqu'on a bien entendu, puis ça fait 20 ans qu'on entend ça, le système est un peu rouillé, verrouillé, long, administratif, etc. Donc on a voulu remettre de la fluidité. Et puis après, on a voulu élargir à un mécanisme pour qu'il puisse bénéficier à tout le monde et pas simplement à ceux qui se posent la question de valider leur expérience. Donc sur cette première partie, on a adressé plusieurs constats. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de statistiques fiables aujourd'hui en France pour savoir vraiment ce qui se passe en VAE. Les statistiques remontent d'énormément d'entités, de régions, de certificateurs. Il y a des statistiques qui ne remontent pas. Il y en a qui remontent, mais elles sont très très incomplètes. Or, si on veut mesurer l'efficacité d'un dispositif comme la VAE, il faut qu'on ait des chiffres, il faut qu'on sache pertinemment ce qui se passe. Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'était qu'il y avait un mécanisme de confusion pour les candidats qui s'adressaient au système, d'un multi-guichet, avec beaucoup qui disaient on ne sait pas vraiment où aller. Il y avait les points relais conseils. Le service des points relais conseils était extrêmement disparate parce qu'il marchait sur des appels à projets d'une région à l'autre. Il n'y avait pas d'homogénéité. Donc, on a proposé une première mesure, c'est une logique de guichet unique, et de centraliser les demandes pour que chaque demande soit orientée vers un système d'information qui permet exactement de savoir ce qui se passe de manière totalement exhaustive. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, on a appelé ça passer d'une VAE de sanction à une VAE de parcours. VAE de sanction parce qu'on voit bien dans le système, on voit bien dans les témoignages qu'il y a une logique de barrière à passer, d'étape à passer, de sanction. Je suis recevable, je ne suis pas recevable, je passe mon jury, j'ai mon diplôme, j'ai pas mon diplôme. On reste malgré le fait qu'on a supprimé la logique de formation et d'examen dans une logique de passation d'examen et de stress. Donc on s'est dit comment, et Fabrice, tu montrais les chiffres tout à l'heure de 6500 candidats, 2500 qui passent en jury. Mais les chiffres, ils sont pas bons. Excusez-moi, c'est pas une critique, mais les chiffres, ils sont pas bons. D'abord, il y a très peu de gens qui passent dans le système. Quand bien même les chiffres ne peuvent être incomplets, mais on peut pas se satisfaire de 65% de personnes qui obtiennent un diplôme sans se demander ce que sont devenus les 35% restants et sans se demander quelle était l'origine du parcours et pourquoi cette validation partielle ou nulle, parce qu'on n'a pas non plus pointé les 9% de validation nulle qui n'est pas un chiffre. Donc ces chiffres sont pas bons si on imagine ce mécanisme comme on l'a imaginé nous, c'est-à-dire un parcours accompagnant vers la réussite et non pas une sanction blanc ou noir en fonction de la chance que j'ai eue d'être accompagné ou pas, ou de l'habileté que j'ai à parler de moi ou à prendre la plume et à prendre du recul. Donc pour passer de cette logique de sanction à cette logique de parcours, on a voulu proposer plusieurs choses. La première, c'est... alors ça n'a pas été fait comme ça dans REVA, et Nicolas, accroche-toi, on a voulu supprimer la recevabilité. On trouvait que la recevabilité arrivait trop tard dans le dispositif, qu'elle ne se mesurait qu'au regard d'un diplôme,
et qu'elle était centrée sur une logique de preuve administrative. Il fallait démontrer qu'on avait 1 an d'expérience et non plus de mesure de la teneur de la réalité de l'expérience. Or, le constat qu'on faisait, Claire, Yannick et moi, c'est que à une expérience donnée, elle peut être productrice de compétences ou pas dans un délai plus ou moins long. Quelqu'un va pouvoir développer énormément de compétences dans sa situation en quelques mois, d'autres vont avoir besoin de 5 ou 6 ans. Or, il nous a semblé que pour rentrer dans une logique de parcours, et dans un système qui permettait à une personne de s'appuyer sur son parcours pour se projeter vers autre chose, il fallait qu'il puisse à n'importe quel moment se sentir prêt à y aller et imaginer que sa compétence peut être mesurée à un instant T pour se projeter vers autre chose. Donc on sort de la logique « t'es recevable, t'es pas recevable », ce qui était un gros débat, puisque être recevable, dans certaines régions, c'était couvrir 100% du diplôme, dans d'autres, c'était couvrir 50%, donc c'est extrêmement subjectif comme analyse, ce qui mène aux fameuses validations partielles, non expliquées, etc. Donc on a voulu dire, il faut remplacer ce système de recevabilité. Alors en vérité, on ne voulait pas totalement le supprimer, je vais y revenir, mais on voulait le déplacer vers la gauche dans la frise de temps d'une personne qui se lance dans une VAE pour le remplacer par un diagnostic qui permettait de dire pourquoi je fais une VAE, où je m'évalue sur l'ensemble de mes compétences par rapport à l'ensemble des diplômes, et par rapport à ça, je vais construire une logique de parcours qui va me dire soit effectivement je suis accompagnant éducatif et social, j'ai déjà 10 ans d'expérience dans mon pays d'origine, je couvre tout l'ensemble des champs du diplôme, j'ai une chance d'obtenir mon diplôme à 100%, je peux m'engager dans une VAE, soit j'identifie dès le départ que je ne touche pas certains points du référentiel, auquel cas on ne peut pas me laisser partir dans le système, parce que sinon ça donne les résultats qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire des validations partielles ou nulles qui ne sont pas suivies derrière. Or, on avait aussi identifié que quand on pointait ces lacunes, entre guillemets, au départ, et qu'on les adressait immédiatement en proposant à la personne de se former pendant sa VAE, le mécanisme pédagogique hybridé entre j'analyse mon parcours, je parle de moi et je vais chercher de la théorie. Et on l'a bien vu que ça se faisait déjà dans les VAE, puisque Marie le disait tout à l'heure, j'ai appris des choses en faisant ma VAE. Ce mécanisme pédagogique, là, on tenait un truc vraiment super intéressant. Et donc, on s'est dit, tout départ de VAE devrait partir d'un diagnostic, voire toute reprise de formation professionnelle devrait partir d'un diagnostic. On a beaucoup parlé d'individualisation des parcours dans les dernières réformes qui se sont votées. Individualiser un parcours, ça veut dire partir de là où je suis et mettre en place quelque chose de sur-mesure par rapport à ce dont j'ai besoin. Donc, il y a la notion dans REVA d'architecte de parcours qui est née entre-temps. Et l'architecte de parcours, c'est quelqu'un qui est, 1, capable de faire ce diagnostic, 2, capable de projeter quelqu'un dans une logique de parcours qui à la fois valide l'expérience pour partie de la certification visée et rajoute les besoins en compétences par un mécanisme de montée en compétences multimodale. Et ça a été vraiment le mot phare qu'on a beaucoup utilisé avec Yannick et Claire en disant on a eu l'ère de la formation collective descendante, on a eu la digitalisation qui a été un éclair et une utopie à un moment donné. Nous, on espère qu'on va rentrer dans l'ère de la multimodalité pour laquelle on s'appuie sur son parcours. Et ensuite, on va à la fois obtenir une partie par l'expérience et aller compléter par un petit module digital, une formation, une expérience personnelle, un auto-apprentissage et pourquoi pas de la formation en situation de travail. Je vais y revenir puisqu'elle existe maintenant depuis 2018, qui est un mécanisme d'apprentissage qui ressemble très étrangement à la validation d'acquis puisque c'est apprendre en faisant. Donc ça, c'était la première mesure, c'était déplacer la recevabilité vers la gauche par un architecte de parcours. Alors, on ne voulait pas la supprimer complètement, on voulait dire que c'était quand même bien que l'institution valide quand même, mais c'était presque un tampon qui validait le travail fait par l'architecte de parcours. Pour nous, ce qui était important, c'était surtout la suppression de la durée légale pour que quelqu'un se lance en VE dans une logique de parcours, c'est-à-dire un moment où je suis prêt, avec potentiellement l'acceptation que je vais aller me former pendant ma VE. Donc on n'est plus du tout dans cette logique de tout ou rien. Donc l'architecte de parcours et l'accompagnateur doit du coup également devenir quelqu'un qui accompagne cette multimodalité, puisque du coup, je passe d'un dossier VE dans lequel l'exercice consistait à raconter ma vie passée. Si je rentre dans un parcours hybride pendant lequel je vais chercher des nouvelles compétences, je vais devoir aussi démontrer à mon jury à la fin que j'ai effectivement acquis ces nouvelles compétences. Donc on est aussi en train de changer de paradigme à 2 niveaux. Le premier, c'est que on passe d'une formation où quand je suis allé dans une salle écouter quelqu'un et que j'ai rempli mon QCM à chaud, a priori je suis réputé compétent, à je vais devoir faire la démonstration que la formation que j'ai suivie m'a effectivement pourvu en compétences. Et ça, c'est extrêmement différent comme changement de paradigme, c'est extrêmement intéressant dans la logique qu'on a tous dans le secteur de la formation, c'est-à-dire comment on peut s'assurer que quelqu'un a effectivement 1 compris, 2 acquis la compétence, 3 la capacité de la mettre en œuvre.
Ça, c'est le premier changement de paradigme. Le deuxième changement de paradigme, c'est que ça nécessite probablement que le secteur de la formation évolue lui aussi, d'une situation où aujourd'hui les formateurs sont des sachants, pour devenir des accompagnateurs, le savoir n'étant plus forcément dans la tête du formateur, mais partout, dans nos entreprises, dans nos organisations, sur Internet, dans nos modules digitalisés. Donc l'accompagnateur n'est plus un sachant, mais quelqu'un qui est capable de mobiliser la capacité d'aller chercher l'acquisition de compétences chez l'apprenant. Et donc c'est là, voilà, quand il me parlait des astronautes tout à l'heure, ça me fait plaisir parce que c'est ça le sujet. Finalement, quand on rentre dans cette logique, on peut tout se permettre, on peut devenir et acquérir n'importe quelle compétence en faisant, dès lors qu'on se met dans cette posture d'acquisition et qu'on est accompagné pour ce faire. Ça a été l'ambition. Donc ça, c'est la logique de VAE de sanction à VAE de parcours. Évidemment, quand on a dit ça, on ne parle plus de 50 000 personnes qui vont en VAE par an. On parle potentiellement de l'ensemble des personnes qui s'interrogeraient sur une logique de reprise de formation ou de montée en compétences, d'entrer dans le système. Donc quand il a fallu parler de la disponibilité des jurys à la fin, et qu'on a commencé à dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a 50 000 jurys par an, on a déjà du mal à les tenir avec des délais compliqués, et qu'en fait, on n'est pas en train de parler d'en faire 55 000, mais peut-être 500 000 ou 1 million, parce que ça deviendrait la norme que de se former par cette multimodalité. Évidemment, ça fait peur et potentiellement hurler beaucoup de gens, surtout au niveau du budget, mais ça a été c'est une nécessité qu'on a posée comme ça sur le bureau du ministère, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'ambition de créer cette fameuse société des compétences qui était sortie du ministère du Travail. On ne peut pas faire le constat que d'ici 2030, on ne connaît pas la moitié des métiers qui vont venir, sans innover et moderniser notre système d'apprentissage, et sans demander à nos jurys, qui sont historiquement des jurys de certification, qui sont donc capables de valider un savoir acquis en cours, à des jurys de compétences, qui sont capables de valider une compétence. Évidemment, une fois qu'on l'a dit, c'est compliqué, parce qu'il faut énormément de jurys. Nicolas, tu le disais, il faut que les entreprises se mobilisent. Nous, on a proposé que le jury puisse devenir quasiment une profession. Il faut qu'elle soit rémunérée, pour que les gens puissent y passer du temps. Il faut que les entreprises acceptent des congés pour jury VAE un peu plus large. Je peux vous dire que dans les secteurs pénuriques qui n'arrivent pas à embaucher, ils nous ont dit extrêmement largement qu'ils étaient prêts à libérer très très fortement leurs salariés pour le faire. Mais tout ça, c'est une machine qui doit se mettre en route. Il est évident qu'on pourra faire tout ce qu'on voudra. S'il n'y a pas de jury au bout de la chaîne, il ne se passera absolument rien. Et nous, on a énormément sensibilisé là-dessus. Et je ne sais pas ce qui se passera avec Reva. Ça marche à petite échelle aujourd'hui. Mais on a beaucoup interviewé des gens de terrain, des DAVA, des certificats sur le terrain. Et on s'est aperçu que là où ça marchait, c'était ces personnes sur le terrain qui prenaient leur téléphone, qui appelaient des PME locales, qui mobilisaient les gens, qui faisaient venir des jurys. Et c'est ça qu'il va probablement falloir faire. Donc ça, c'est la manière de fluidifier le système actuel. Ensuite, on a également souhaité rapprocher la VE et la FEST. Donc la FEST, vous savez, c'est dans la loi depuis 2018, la formation en situation de travail. Bon, la FEST, ça a 4 ans, mais en fait, ça a quelques millions d'années. Hein. C'est à prendre par mimétisme. Donc on l'a juste un petit peu perdu de vue dans les années 70 quand on a dit que tout le monde devait aller s'enfermer dans une salle pour apprendre et que finalement faire n'était plus une manière d'apprendre officiellement ou de se diplômer. Donc avec la FEST, on réhabilite un peu cette logique qui à mon sens on n'aurait jamais dû perdre complètement de vue. Mais finalement on réhabilite aussi la VE puisqu'on est en train de dire si on peut se former en situation de travail, ça veut dire que les acquis ont de la valeur, etc. Donc la VE et la FEST, finalement c'est exactement pareil. Nous on avait appelé ça la VE inversée, la FEST avant que la FEST existe. Mais finalement, c'est pareil, c'est le concept que si on a en 2002 voté une loi qui permet a posteriori de valider ses acquis, ça veut dire qu'on reconnaît que l'acquis expérientiel a potentiellement valeur de diplôme, alors la réciproque est qu'on pourrait tout à fait aller se former par l'expérience et se diplômer par ce vecteur-là. Et la loi le permet depuis 2018. Étant donné qu'on est dans une situation où on ne connaît pas les métiers, où le problème d'emploi aujourd'hui est un problème de rupture entre des demandeurs d'emploi qui ont des compétences obsolètes et des secteurs pénuriques qui sont trop exigeants sur les diplômes. Donc on a un public qui n'a pas envie de passer par la case 12-18 mois de théorie pour obtenir une certification qui lui permettrait de travailler. On a proposé de travailler sur des mécanismes qui permettent de compétences, qui est un jury de VE à la fin, et imaginer des contrats d'alternance, des contrats pro et des contrats d'apprentissage qui permettraient à ces dispositifs d'exister. Pour terminer, sur cette première partie, il y a beaucoup d'autres détails, mais je vais finir par parler d'argent. Évidemment, on a eu pas mal de débats là-dessus quand on faisait les points d'étape au ministère, parce que tout ça ne peut pas forcément se faire à périmètre constant. On est en train d'accepter de changer de modèle économique dans tout le secteur de la formation. Certifier les compétences, ça coûte de l'argent.
mobiliser des jurys, ça coûte de l'argent, mobiliser des accompagnateurs et transformer tout un secteur, ça coûte de l'argent. Dans toutes nos analyses, c'est pas tant que ça. Et donc, évidemment, il y a plusieurs manières de voir les choses. D'abord, on est en train effectivement de transformer une logique de formation collective à une logique d'accompagnement individuel. Donc, de manière unitaire, un accompagnement individuel coûte plus cher, mais en fait, il nécessite beaucoup moins d'heures. Donc, en réalité, on s'y retrouve pas mal en termes de montant. Et deuxièmement, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup martelé, on est en train de parler d'un investissement dans les compétences, on est en train de parler d'un système qui permettrait de mettre l'ensemble de la population dans une posture d'apprenance individuelle. Et quand on sait qu'effectivement, un, on ne sait pas au-devant de quoi on va, deux, on change de job maintenant tous les 2-3 ans, on ne fait plus carrière après avoir eu un diplôme. Ce qu'il est nécessaire de faire pour adresser le sujet de l'emploi et de l'employabilité en France, selon nous, c'est d'outiller les gens dans leur capacité à apprendre et à se saisir en conscientisant et en menant cette analyse réflexive de tout ce qui m'arrive à 360 degrés. C'est ce qui me permet de monter la marche d'après. Avec ça, on espère que ça tournera un petit peu mieux, même si maintenant Reva est en cours. Reva 1 est terminé avec plutôt assez encourageant. Reva 2 est... donc à voir maintenant si la volonté politique ira au bout et si ça débouchera sur un projet de loi. On a voulu aller un petit peu plus loin parce que une fois qu'on a fini cette première étape, on s'est dit malgré le fait que le système sera optimisé, ça va quand même continuer de s'adresser marginalement à des gens qui sont dans le réflexe diplôme. Or, comment on pourrait inventer un système qui propose à tout individu de se mettre dans cette posture réflexive sans forcément avoir l'ambition d'aller chercher un diplôme? On s'adresse notamment aux étudiants d'aujourd'hui qui vont chercher un bac plus 3, un bac plus 5 et qui vont travailler. Si on les laisse dans l'illusion que leur compétence ne va pas devenir obsolète grâce à leur diplôme, on se trompe un petit peu. On sait maintenant la vitesse à laquelle évolue. Donc il faut qu'on crée un système dans lequel les personnes n'attendent pas 20 ans d'avoir acquis une expérience supplémentaire à celle pour laquelle ils se sont formés. Il faut qu'on les encourage à se mettre dans cette posture un petit peu permanente. Donc on a un peu réfléchi à ça. On a croisé l'association Reconnaître qui travaille sur un système qui s'appelle les Open Badges, qui nous a semblé très très intéressant. Les Open Badges, pour information, ça a été créé par le moteur de recherche, le navigateur Mozilla en 2010. C'est un code open source. Et un Open Badge, c'est quoi? C'est une image numérique qui s'affiche sur Internet, comme un badge, donc comme chez les scouts, un petit badge, dans lequel je peux stocker des données. C'est vraiment tout con, hein. C'est un truc extrêmement basique, c'est une image en ligne. Et on s'est dit comment on pourrait faire en sorte que le CV qu'on a bien connu, nous, un joli Word transformé en PDF d'une ou deux pages, change. Et on fait le pari qu'il va de toute façon être amené à disparaître aujourd'hui avec les CV vidéo qui sont en train d'apparaître, etc. Et est-ce que le futur du CV, c'est pas un CV badgé? Donc est-ce que je ne badge pas mes compétences? Et comment je me sers de ce système d'open badge pour me dire que je pourrais aller tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, prendre 1 heure ou 2 pour réfléchir à ce qui s'est passé cette dernière année et voir si, par rapport entre le point de départ et le point d'arrivée sur cette période de temps, mes compétences ont évolué et si oui, comment je peux les badger. À partir de là, il faut expérimenter. On est allé voir les initiatives qui existent en France aujourd'hui sur les open badges. On a assez vite constaté que, selon nous, il y avait des erreurs qui avaient été commises, c'était d'en faire des mini-diplômes. Un mini-diplôme, c'est quoi? C'est une autorité supérieure qui le délivre avec un système d'examen ou d'assessment. Donc en fait, il y a eu les diplômes qui ont été découpés en blocs de compétences, et puis il y a eu les badges qui devenaient des mini-blocs de compétences. Donc pour nous, ça c'était pas très efficace de rester dans cette logique d'assessment et d'autorité supérieure. Donc on a voulu pousser le bouchon un petit peu plus loin, en se disant finalement on entre dans l'acceptation qu'un open badge ne vaut rien le jour où on se l'attribue et que c'est la personne lui-même qui va lui donner de la valeur et que pour ça il va avoir des moyens de le faire. Il y a l'endossement, ça vous le connaissez bien, ça existe déjà sur LinkedIn. Je demande à ce que quelqu'un qui a bossé avec moi reconnaisse effectivement ce que je suis en train de dire. Il y a le récit individuel et là on introduit de la VAE dans la logique d'open badge. Je m'attribue un badge, travailler en équipe. Je vais raconter comment je me comporte dans une équipe, donc j'explicite ma compétence. Et il y a le récit collectif, et donc on peut imaginer un système numérique où on va faire ce récit collectif-là. Et je ne sais plus qui disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est la Ligue d'impro ou quelqu'un d'autre, finalement, quand on parle de compétences, quand on parle d'emploi, on peut obtenir tous les diplômes qu'on veut. Il me semble que pour un employeur, dans ce jeu, ce petit moment qu'il joue au moment d'un recrutement,
c'est la capacité de l'individu à expliciter sa compétence. Quand j'ai envoyé mon CV et ma lettre de motivation, j'arrive à un entretien de recrutement, je suis là pour expliciter mon CV. Le mécanisme qu'on a voulu imaginer est un mécanisme qui entraîne à expliciter sa compétence en permanence, en disant tiens, ces 3 derniers mois, qu'est-ce que j'ai fait, quelles compétences ça m'a apporté, et surtout comment je peux apprendre à argumenter dessus pour devenir autonome dans cette démarche-là. Voilà, évidemment c'est un vaste programme, il va falloir un peu de temps et beaucoup de volonté politique. On va voir ce qui va se passer, il y a eu des petits mouvements dernièrement, mais je crois que c'est sur la table de beaucoup de personnes qui sont restées en place. Donc j'espère vous donner rendez-vous dans 6 mois ou dans 1 an, en espérant qu'une loi soit votée, qu'elle se mette en place de manière un petit peu plus large. Merci. Merci beaucoup, David Rivoire. David, on va faire